L'invité. Nouveau ralentissement du marché immobilier français. Alors que les prix des logements battent de nouveaux records dans les grandes métropoles, le nombre de permis de construire, lui, a reculé de 5,8% au troisième trimestre, selon les chiffres qui ont été publiés ce matin par le gouvernement. Et les ventes de logements neufs devraient, selon certaines projections, ralentir entre 2 et 4% cette année. On va en parler avec Jean-Philippe Ruggieri, le directeur général de Nexity. Bonjour. Bonjour Monsieur Pedrazi, merci de recevoir Nexity dans votre plateau. Je vous en prie, vous êtes à la tête du plus gros promoteur immobilier français. Vous venez de relever légèrement vos prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année. On en parlera. Mais d'abord, un mot sur la baisse du nombre de permis de construire. Moins 5,8% au troisième trimestre. C'est pas la première baisse. Est-ce que ça vous inquiète, ce ralentissement ? Alors non, il était assez attendu. Je reviens sur votre expression, vous avez dit ralentissement du marché de l'immobilier, ça donne l'impression, mais vous l'avez tout de suite corrigé en disant pourquoi, ça donne l'impression qu'il y aurait moins de demande de logement. Elle est considérable. La demande sous-jacente de logement, en raison de la démographie bien sûr, la métropolisation, mais aussi des usages, de la décohabitation, comme on dit pudiquement, fait exploser la demande. Et face à ça, vous l'avez dit à l'instant, les permis de construire qui baissent encore de 6%. Alors, il y a une tendance de fond en France depuis 3 ans, qui était dû à la politique du gouvernement. Là, c'est pas le gouvernement qui est sur la sellette, c'est plutôt les maires des grandes villes de France qui, en préparation des municipales, lancent pas des nouveaux projets. Et effectivement, l'offre en pâtit, pas la demande qui reste très forte, l'offre en pâtit et se reporte sur de l'ancien qui est existant, puisque ne trouvant pas d'offre dans le neuf, qui fait monter les prix énormément pour tous, pour se loger. Un maire bâtisseur est un maire battu, me disait Marie Cœur de Roy, qui est notre spécialiste immobilier. Totalement faux, c'est l'inverse. Alors c'est l'adage, mais la réalité c'est que si on doit faire une corrélation, elle est plus dans les maires bâtisseurs qui sont réélus plutôt que dans les maires bâtisseurs battus. La raison la plus fréquente, c'est que les maires qui bâtissent, c'est pour renouveler une partie de leur centre-ville et apporter de nouveaux services, de nouveaux logements et améliorer le cadre de vie. Le problème, c'est pas pour ceux qui vont habiter là, c'est pour ceux qui habitent déjà. Ce que j'appelle des égologistes, pas des écologistes, mais des égologistes, qui trouvent que c'est très bien et que c'est normal d'accueillir les familles, la démographie, et de pas produire l'étalement urbain qui économiquement, écologiquement, socialement, on le voit avec les gilets jaunes, rejette les gens loin. Mais pour tout ça, ils sont d'accord avec moi et avec cette idée peut-être. Vous voyez, hier, je visitais la cité radieuse de Le Corbusier de Charles-Édouard Jeanneret à Marseille. C'est un village vertical avec une école maternelle au dernier étage, des rues. Alors ils sont d'accord avec ces villages verticaux, mais pas à côté de chez eux. Et à l'approche des élections, ils portent fort leur voix auprès des maires qui reculent et je comprends bien, je veux croire qu'à partir du mois d'avril, tout ça ira mieux. J'aimerais qu'on revienne sur ce chiffre des baisses de permis de construire, puisque moins de permis de construire et pourtant on nous dit que la France manque de logements. C'est pas un peu paradoxal ? Alors, c'est pour qui et où il faut les construire. Elle manque de logements effectivement dans les métropoles, il y a du transport, de l'équipement, de l'emploi, c'est essentiel. Penser que le logement n'est que le réceptacle de tout ça, on ne construit pas des logements pour rien. Et donc, si on les construit, c'est dans les métropoles. Pour ça, il faut des permis de construire. Et dans les métropoles, il y a des voisins. Ces voisins, en période électorale, c'est un peu compliqué de les convaincre que c'est là qu'il faut construire juste à côté de chez eux. Je veux croire qu'il y a une prise de conscience à la fois des maires et des pouvoirs publics, que le sol ne doit plus être gâché dans les métropoles et que si on doit construire, il ne faut pas y aller au petit pied, il faut le voir en grand, il faut voir haut, c'est le cas de le dire, il faut voir beau et pas voir bas. Si on voit haut et beau, on pourra offrir beaucoup plus, peut-être 30, 40% de logements en plus, et puis surtout à des prix plus abordables. Alors on manque de logements dans certaines zones, pourtant au global l'INSEE recense une augmentation du nombre de logements vacants depuis près de 20 ans. On entend par logement vacant des logements qui sont vides depuis plus de 2 ans. Comment est-ce que vous analysez ce phénomène ? Alors d'abord la proportion, c'est que c'est le nombre de logements vacants qui augmente, mais le nombre de logements en France a beaucoup plus augmenté que ça. Donc la proportion diminue un tout petit peu. Ceci étant dit, tous les phénomènes, je pense dans les métropoles où on a besoin de logements, à Paris, mais pas que, dans les villes du Sud aussi, et même à Toulouse, dont je suis natif aussi, l'exploitation temporaire
Airbnb, des villes très touristiques, en fait, posent un problème et enlèvent des logements aux familles. L'adjoint au maire communiste Yann Brossa le rappelle souvent dans Paris, mais c'est un phénomène qui touche beaucoup de villes et qui pousse pas à loger les familles et plutôt à loger les touristes. Est-ce que le marché n'a pas aussi été déstabilisé par tous les dispositifs d'allègement fiscal successifs? Je pense aux lois Robien, Pinel, Cellier, qui ont permis d'augmenter l'investissement et donc le nombre de logements, mais parfois avec une suroffre dans certaines zones. Alors, la preuve que non, il n'y a pas suroffre, c'est que la demande et la pénurie en est là pour le prouver. Dans certaines zones, je disais. Mais dans certaines zones, ce sont ce qu'on appelait les zones B2 et C, qui ont d'abord été très diminuées il y a quelques années et maintenant éradiquées du dispositif Pinel actuel. C'est-à-dire que 85% du territoire est exclu de ces dispositifs, ce qui n'est pas sans poser problème. C'est-à-dire qu'à Angers, à Brest, dans des communes comme ça, on ne construit plus parce que quand vous produisez pas cette partie destinée au logement locatif libre, vous ne construisez pas non plus la partie d'accession et du logement social qui va avec. Et de nombreux maires, je pense au maire d'Angers, au maire de Brest, réclament au moins en test une expérience, peut-être avec un quota parce qu'il y a eu des abus, c'est ce qui sous-tendait votre propos tout à l'heure, ouais. Avec un quota pour limiter le nombre de ces logements-là, mais pour reconstruire à nouveau dans ces villes-là, puisque dans ces villes-là, c'est une production de 20% en moins, donc c'est considérable. Il y a une forte demande en France pour les logements sociaux, et là on va en parler, c'est un axe de développement important, des logements dont le prix est compatible avec les revenus des ménages tout simplement. Ça représente une part assez significative de votre activité. En 2018, 36% des logements développés par Nexity ont été réservés par des bailleurs professionnels et 68%, 65% de cette partie-là pour du logement social. Est-ce que c'est une proportion qui va augmenter ? Oh, vraisemblablement. Ce qui fait qu'au total, sur le logement social par rapport à notre production totale, c'est plus de 25%. D'abord, je rappelle que c'est la loi, que l'article 55, la loi SRU, a introduit une part du logement social quand vous construisez, et notamment dans les zones carencées, donc les communes qui n'ont pas assez de logements sociaux, avec l'idée, et elle me semble juste et sur le fond socialement importante pour le futur, de mixer les populations. De pas faire des ghettos de riches, des ghettos de pauvres, de rejeter les uns à dos contre les autres, et pour qu'il y ait un bien vivre ensemble. C'est un mot peut-être un poncif, mais pourtant c'est la réalité. Moi je peux vous dire, je viens d'une petite ville dans la banlieue de Toulouse qui s'appelle Cugnot, avec beaucoup de logements sociaux, après le Mirail pour ceux qui connaissent le secteur. Eh bien on avait nous aussi envie d'aller dans les jolis quartiers, et si on veut pas nourrir un esprit de revanche de certains, eh ben il faut imbriquer les populations, imbriquer l'usage et le logement, peut-être avec l'emploi, de ne pas faire des quartiers de tertiaire glacial de bureaux et des quartiers de logement dortoirs, mais d'imbriquer un peu à la manière de nos villages d'antan. Une certaine partie de la population, pas seulement les personnes avec des revenus assez faibles, mais aussi les primo-accédants, aujourd'hui n'ont plus les moyens d'entrer sur le marché et d'acheter leur logement. Comment est-ce qu'on répond à cette problématique ? Alors c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est l'idée de rendre le logement plus abordable en consommant mieux le foncier. Je m'explique. Sur un même terrain, en fonction du nombre d'étages que vous pouvez faire 50 logements ou 100 logements en montant la hauteur. Si vous faites le double de logements, forcément l'impact du prix du terrain pèse 2 fois moins dans le prix de vente, et vous pouvez ainsi rendre le logement plus abordable, faire un peu plus de logement social, qui est pas vendu très cher et pas facile donc à construire en zone tendue, et ainsi ramener la vie. Alors pour ça, aujourd'hui, c'est pour ça que peut-être il faut le souligner puisque c'est nos résultats trimestriels. Pourquoi nous on progresse 8% on en parlera. De logements en plus, on va y revenir, et le marché régresse parce que on bénéficie d'un grand nombre de grandes opérations urbaines qui imbriquent à la fois du logement, du tertiaire, de l'équipement, du service, et c'est dans ces grandes zones urbaines qu'on arrive à produire bien et abordable. Qu'est-ce que vous pensez d'autres mesures ? Je pense notamment à l'encadrement des loyers à Paris, ou même une mesure plus radicale comme un encadrement extrêmement strict comme à Berlin. Est-ce que ça peut être selon vous une solution pour favoriser l'accès au logement à certaines catégories de personnes ? Alors je suis toujours embarrassé, vous savez, quand un médecin s'attaque aux symptômes plutôt qu'à la maladie. Moi si mon fils a la varicelle, je me dis que je vais pas lui mettre du fond de teint comme vous m'avez fait là tout à l'heure en me préparant sur le
le plateau, je traite plutôt la cause. La cause, c'est le nombre de logements, c'est la construction de logements, donc l'utilisation du foncier. Je pense que l'enjeu, puisque vous me donnez la parole aujourd'hui à 6 mois des élections municipales, c'est de pousser un cri d'alerte pour l'utilisation des fonciers et l'urbanisation, et donc ce que j'appelle l'intensité en ville, qui fera baisser les prix. Alors on va continuer justement de parler politique. Le gouvernement a présenté sa stratégie logement, c'était en septembre 2017, et depuis, si on regarde les courbes, les mises en chantier et les permis de construire sont en baisse quasiment ininterrompue. C'est quoi? C'est l'évolution normale du cycle, ou est-ce que c'est un ensemble de décisions qui n'ont pas été suffisamment réfléchies? Alors effectivement, c'est construire plus et moins cher. Résultat, on a construit moins et plus cher. En fait, les décisions qu'ils ont prises étaient plutôt bonnes, mais ont été faites à l'envers chronologiquement. Par exemple, la suppression de la construction des logements locatifs dans les métropoles moyennes, on va dire en France, là-dessus, la suppression du dispositif Pinel dont vous parliez tout à l'heure et la division par 2 du prêt à 0%. On parle d'ailleurs du rétablissement possible de l'APL accession pour le logement neuf. Ça, ce serait une bonne mesure pour les ménages abordables qui voudraient devenir propriétaires. Ça, en fait, il fallait le faire après le choc de l'offre. Le choc de l'offre, il ne peut venir que d'une seule main politique, des maires et des présidents de métropoles en France, des grandes métropoles, qui décideront dans leurs plans locaux d'urbanisme, intercommunaux et de l'habitat. Bref, on comptabilise la vie et les familles qu'on va accueillir sur un territoire et l'emploi, et on décide de construire un certain nombre de logements. Le construire où ? Donc c'est plutôt au pied des transports. Donc le sujet du logement vient après celui des transports, parce que vous ne construisez pas des logements là où il n'y a pas de transport. Donc le sujet du transport se pose avant celui du logement, le sujet de l'économie de l'emploi se pose avant, et le logement est le réceptacle de tout ça. Donc décider de ne plus construire dans certaines villes sans avoir pris les dispositions d'urbanisme qui permettent de construire dans les villes métropoles où va se construire l'avenir, c'était sûr qu'on allait créer de la pénurie dans ces zones tendues et enlever de l'offre ailleurs. Donc résultat, et bon sang, on a passé du temps à expliquer que ça se passerait comme ça. Il était attendu, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pour ça que, prévoyant un peu tout ça, on se débrouille un peu mieux que les autres. On va parler d'une autre tendance dans l'immobilier, c'est l'immobilier éco-responsable, avec une construction globalement moins polluante et des logements plus performants sur le plan énergétique. Est-ce que c'est un axe majeur chez Nexity ? Vous me faites plaisir de parler de ça pour 2 raisons. La première raison, c'est que, sans le vouloir, puisqu'on ne savait pas que une association, l'association bâtiment bas carbone, BBCA, allait décerner un prix. Nexity a eu le premier prix de cette association parce que nous avons le plus grand nombre d'opérations dans cette vision-là en cours de construction. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, c'est un sujet qu'on réalise. C'est quand même une tendance de fond. C'est une tendance de fond. C'est-à-dire qu'à ce point-là, je vous dis que moi, j'invite mes collaborateurs, les 10 000 associés, c'est comme ça que je les appelle, de Nexity, avec qui on travaille tous les jours, à le faire et pas à en parler. Alors là, vous allez me faire l'inverse, je vais en parler un peu. C'est une telle tendance de fond, c'est que si on ne fait pas ça, dans les villes, demain, on ne respirera pas. C'est quoi? Quand je parlais tout à l'heure, construire haut. Quand on construit haut, on libère du sol. On libère ce sol pour ramener de la biodiversité, de la végétalisation en ville, pour pouvoir respirer, baisser la température. Mais le principe constructif aussi est extrêmement important. Quand on construit, comme les images le montrent derrière nous, des logements ou des bâtiments, on produit énormément, on émet énormément de carbone. Donc ça veut dire sans doute que demain il faudra imaginer des constructions hors site et en matériaux biosourcés. C'est tout l'objet du concours qu'on vient de gagner, Porte de Montreuil, en couverture du périphérique d'une partie entre Paris et Montreuil. On vient de gagner un concours avec 2 autres partenaires qui s'appelle la Porte de Montreuil. Vous savez, le C40, le Reventing City, lancé par Anne Hidalgo, dans un quartier entièrement décarboné, essentiellement tertiaire, bureaux, activités, les puces aussi de Montreuil. Alors pour la petite histoire, c'est en terre crue, en béton chanvré, et donc c'est assez marrant. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs chiffrés pour ces constructions, ce type de construction, ou est-ce que c'est encore un peu expérimental? Non, on s'est mis des objectifs chiffrés. On s'est mis de baisser de 25% nos émissions de carbone, notamment sur la construction, à l'échéance de 2030, parce que si vous ne mettez pas d'objectifs, on essaiera de faire mieux, mais au moins les atteindre. Vous savez, je crois que c'est Pierre Dac qui disait ça, vaut mieux se fixer des objectifs ambitieux et ne pas les atteindre que voilà, c'est derrière nous. Ça, c'est à Toulouse, c'est joliment. C'est un écoquartier aussi assez extraordinaire, que de se fixer des objectifs
objectifs médiocres et les atteindre. Donc nos objectifs sont ambitieux. On va terminer avec vos résultats et vos perspectives. Alors vous avez publié en fin de semaine dernière un chiffre d'affaires pour 9 mois, plus 12% à périmètre courant, plus 5% pratiquement à périmètre constant. Qu'est-ce qui explique cette dynamique alors que le marché, on l'a vu, est plutôt en train de ralentir? Alors effectivement, pour toutes les raisons de multiproduits, multimarques, multiservices et la démarche qu'on a auprès des collectivités qui ne sont que le porte-parole finalement des populations, je crois qu'on a compris une démarche et on a la réponse en termes de solutions à tous ces enjeux de grands quartiers. Bien évidemment, qui dit grand quartier, dit grand opérateur, ça veut dire que vraisemblablement, pour transformer la ville et les métropoles demain, les maires et les présidents de métropole devront se tourner vers des opérateurs privés fiables, de grande capacité d'innovation, et donc il y aura vraisemblablement une petite concentration. Donc il y a vraiment une taille critique. Il y aura une taille critique sur ces grandes opérations, un peu comme sur celle de Saint-Ouen où on réalise du logement, le conseil régional, des bureaux, où on fait des morceaux de ville et bien évidemment les délais, l'écoute, la réalisation, il faut des opérateurs fiables donc grands et je crois que parmi ceux-là, Nexity doit être dans l'idée que les maires et les politiques se font de Nexity, sans doute la meilleure image et sans doute les meilleures solutions. Vous avez relevé vos prévisions de chiffre d'affaires pour cette année légèrement. Vous tablez sur une croissance supérieure à 7%. Alors que le marché de l'immobilier, enfin de logement neuf en France, devrait se contracter entre 2 et 4% cette année. Vous êtes imperméable au ralentissement du marché ou... Alors non, on n'est pas imperméable, mais je disais c'est vrai qu'on concentre chez nous des grandes opérations sur lesquelles on a de l'offre à long terme et on est un peu moins affecté que les autres par la baisse des permis de construire puisque c'est des opérations dont les autorisations étaient obtenues à longtemps. Donc on a un peu plus d'inertie et de latence là-dessus qui fait qu'on... Et puis je veux croire aussi que dans cette période, on a vu des choses venir un peu avant, notamment la reconcentration dans les zones urbaines. Vous en parliez des logements vertueux pour l'environnement, mais vertueux aussi en prix pour les ménages qui les achètent, et que sans doute on est récompensé de ça aujourd'hui. Vous êtes très exposé au marché des particuliers. J'ai calculé, ça représentait l'an dernier près de 85% de votre chiffre d'affaires, et ça représente quasiment 90% de vos résultats, enfin de votre EBITDA. Certains analystes s'inquiètent un peu de cette surexposition. Est-ce que vous avez prévu un rééquilibrage ? Alors d'ailleurs, à l'intérieur de ce marché des particuliers, comme vous dites, il y a déjà un rééquilibrage entre la promotion et les services, puisque quand vous dites on est 90% sur le particulier, c'est pas tout à fait vrai parce que cette année, justement, dans nos chiffres, on montre qu'on a déjà pris 350 millions d'euros de commandes pour le tertiaire, c'est-à-dire la partie bureau, et qu'on va pas s'arrêter là, j'espère bien. Et ensuite, à l'intérieur du particulier, il y a de la promotion, on va dire peut-être les 2 tiers, mais il y a un tiers de services et notamment l'exploitation de résidences services seniors et de résidences étudiants qui sont des activités extrêmement résilientes, récurrentes aussi. Et dans l'activité de Domitis, c'est Gîtes Domitis qui est notre marque pour les seniors, elle a explosé, elle se développe énormément. Bien évidemment, la population et le vieillissement nous aident à ça. On va ouvrir la 100e résidence service senior de Domitis et le chemin est encore long pour aller à 200, 250, mais ça se fait à un rythme extrêmement soutenu. Donc dans le particulier, certes, mais surtout le développement dans les services. Dans les services. Une dernière question sur le ralentissement économique et sur les craintes de récession dans certains pays du monde. Est-ce que vous êtes inquiet ? Alors je suis inquiet comme citoyen du monde, sans doute comme vous, de l'exacerbation des positions politiques, que la paix, bien évidemment, et la stabilité sont favorables à nos métiers, mais je dirais que je suis assez, si je reste préoccupé, je suis pas inquiet, un peu comme Gandhi il disait, vous savez, il y a deux choses importantes. Le plus dangereux, ce sont les menteurs. Je crois qu'il avait raison, il faut jamais mentir. Quand on fait une interview ou à ses clients, jamais mentir. Et le deuxième chute disait l'essentiel, une maison. Et je crois que ça, c'est résilient autour de l'être humain. Il faudra le protéger lorsqu'il travaille ou lorsqu'il habite avec sa famille. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Philippe Ruggieri, directeur général de Nexity. Merci beaucoup d'avoir été en plateau avec nous. Tout de suite, Nicolas Dose et ses experts. On se retrouve demain à midi pour l'heure H. Très bonne journée.